Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, mon patriote, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Et voilà le retour ce lundi des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. Comment ça va Aurélie Gros? Bonsoir, ça va. Bonsoir, très bien. merci d'être avec nous. Stéphane Pellet, et là aussi ça va Stéphane? Il a chaud. Il a chaud. C'est une ambiance chaleureuse. Comme des pelets de bois. Le G500 est avec nous et on rappelle les dates si vous voulez les rencontrer, les croiser de belles associations. C'est en juin à partir du 8, 9, 10 juin à Marseille. À Marseille. Vous avez remarqué ma mémoire, hein. Toutes les semaines vous me le dites, hein, mais ça n'est toujours mais pas c'est rentré. pas que pour venir nous rencontrer, hein. C'est aussi pour venir participer. Absolument, Et participer. co-construire avec l'intelligence citoyenne. L'important, c'est de participer, Ouais, c'est ça. comme disait Coubertin. Oui, mais Allez. on a des résultats. Voilà. Au sommaire de cette émission, donc le pari fou d'un agriculteur pour sauver son exploitation. Il y a 10 ans, un éleveur de bovins du Tarn, impacté par la crise agricole, a vu son exploitation menacée. Malgré ses efforts de diversification des activités, le compte n'y était pas. Et c'est un projet très original, devenu un film au cinéma qui lui a ouvert de nouvelles perspectives. David Comet sera avec nous, agriculteur et propriétaire du premier cabaret à la ferme de France. On sera ravis de l'accueillir. Les agriculteurs s'engagent en tant qu'élus pour sauver les territoires. Parce qu'ils sont en contact direct avec leur terroir, nombreux sont les agriculteurs qui acceptent de prendre en charge le destin de leur commune en devenant maire. Souvent un sacerdoce, leur ténacité au secours des petites villes et villages finit par payer. L'exemple criant, Roger Ouzel, le maire de la commune Dauphin dans le Pas-de-Calais. Un témoignage passionnant à suivre dans la deuxième partie. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes ravis d'accueillir David Comet qui est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Écoutez ça, écoutez. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Je sais pas. Rien. Tu peux rien faire? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Pony Starlight. David Comet, Aurélie Gros est avec nous avec cette folle histoire. Bonsoir David, ou devrais-je dire le fou du village, parce que son histoire est exceptionnelle et on est vraiment très 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 fiers de vous avoir aujourd'hui à notre table, même si c'est par visio, et ravis de vous recevoir. Avant de revenir sur les Folies Fermières, ce cabaret effectivement que vous avez lancé en 2014, j'aimerais que vous nous rappeliez le contexte dans lequel vous étiez à la reprise de cette exploitation familiale en 2004, parce que vous avez subi la crise agricole, je suppose. Fouet, hein. La ferme était en sursis, voire en phase terminale. Oui. Donc voilà, si vous pouviez revenir sur l'histoire, en fin de compte, parce qu'une belle idée comme ça, une folie comme celle-là, naît toujours d'une histoire un peu, des fois, difficile. Oui. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de vouloir reprendre l'exploitation familiale, c'était donc en 2004 et après jusqu'en 2007, on a procédé à toute la mise aux normes qui est vraiment très très lourde financièrement et qui a été vraiment très handicapante pour nous au niveau du projet. Et donc on a décidé tout simplement de supprimer les intermédiaires. Et pour ça, on a créé une boutique des producteurs qui a bien fonctionné les premières années. Jusqu'au jour où en 2013-2015, on faisait donc tous les marchés locaux autour de chez nous dans un rayon de 20-30 km à peu près. Et en 2013-2015, qu'est-ce qui s'est passé en France? Ouverture des supermarchés le dimanche. Et là, sur les 3 marchés qu'on faisait le dimanche, en 6 mois, on a perdu 30% du chiffre d'affaires. David Comet, là, ça a été dramatique. David Comet, juste avant de poursuivre, on rappelle quand même que c'est une entreprise familiale de génération en génération, et quand vous la reprenez, elle est criblée de dettes, comme disait Aurélie.
Quand je l'ai repris, tout simplement, mes parents étaient en train de commencer à vendre le cheptel. Hein, donc, on était vraiment, c'était la phase terminale. Hein, on était vraiment au bout du bout. Et s'il n'y avait pas eu une action à ce moment-là, aujourd'hui, il n'y aurait plus du tout d'élevage dans la famille. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y aurait eu plus du tout aucun élevage dans la commune. On est une commune rurale de 300 habitants et j'étais le dernier éleveur. Donc là, on était au pied du mur. Si on n'aurait rien fait à ce moment-là, aujourd'hui, on n'aurait plus d'élevage dans cette commune rurale. Voilà. Ah oui. Et pour créer cette boutique de produits, etc., vous êtes associé à d'autres producteurs ? Voilà, mais en fait on a décidé de s'associer, c'est l'union qui fait la force en fait, on a décidé de s'associer avec un producteur de légumes, un producteur de vin, un producteur de fromage, et ensemble on a mis tous nos produits en commun dans une boutique des producteurs. Et surtout sur les marchés des producteurs locaux, des marchés qui ont bien marché jusqu'en 2013-2015, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, suite à l'ouverture des supermarchés le dimanche, là ça a été une catastrophe. En 6 mois, on a perdu 30% du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que du coup, sait pas. Du coup, vous êtes pas arrêté, vous avez monté encore un nouveau projet, un restaurant. Voilà. Et là, on s'était repris une claque encore une fois à la gueule, pour faire simple. Et le problème qu'il y a, c'est que malgré qu'on soit allé voir les municipalités des mairies dans lesquelles on faisait les marchés, ils nous ont dit, écoutez, c'est une décision d'État, nous on peut rien faire pour vous. Si les clients vont au supermarché le dimanche plutôt que d'aller sur les marchés, c'est pas notre problème. Et donc à partir de là, on avait compris que la discussion allait être très courte. Et donc on s'est retiré des 3 marchés le dimanche. Ce qui nous fait vraiment de la peine parce que les marchés des producteurs, ça fait des générations qu'on les fait et je veux dire, ça fait quand même une certaine image de la commune qui est dégradée à ce moment-là. Mais vu que les politiques n'ont rien voulu faire, on a dit on arrête tous les marchés du dimanche et on va rebondir, on va se réadapter à ces nouveaux besoins des consommateurs. Et c'est ma femme à ce moment-là qui m'a rejoint dans l'entreprise. Et elle, vu qu'elle était passionnée de cuisine, elle m'a dit en fait, tu vas pas assez loin dans la démarche. Il faut amener le produit beaucoup plus loin. Plutôt que de le valoriser dans le panier de la ménagère, on va le valoriser dans l'assiette du consommateur. Et si les gens veulent bien manger, ils viendront à la campagne. Voilà. Enfin, s'ils veulent pas bien manger, ils vont ailleurs. Alors, ce qui est rigolo, c'est finalement les serveurs. Et les serveurs, voilà. Oui, ils étaient originaux, les serveurs. Et les serveurs, puisque vous n'avez pas les moyens de vous payer du personnel, ce qui est compréhensible, hein, parce qu'au bout d'un moment, tout ça devient cher. C'est donc les producteurs qui assurent le service. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, comme je disais, on n'avait pas d'argent pour payer les serveurs. Donc, quand on a commencé à créer cette ferme auberge, le producteur de vin servait le vin, le producteur de légumes servait des légumes, et moi, en tant que producteur de viande, je servais la viande. Donc, en fait, c'est un peu comme si à la Bibliothèque nationale, vous aviez Proust qui vient vous dédicacer un livre. Excellent. Il est un peu fatigué, Proust, maintenant. David Comet, avant de revenir sur la révélation de des Folies Fermières, est-ce que ce restaurant existe toujours? Est-ce que c'est ce qui finalement c'est l'un des points importants qui a sauvé l'exploitation? Voilà, alors ce restaurant, nous on ne peut pas s'appeler restaurant parce qu'on dépend du ministère de l'Agriculture, donc on s'appelle une ferme auberge. Ça veut dire que plus de la moitié des produits que vous mangez chez nous proviennent de ma ferme et des fermes des producteurs partenaires. C'est l'art de l'administration française. Quand même. L'administration française est quand même forte là-dessus. On ne peut pas s'appeler restaurant, il faut trouver des noms différents. Vous êtes, et ça, vous allez nous en parler après. On y arrive toujours. Allez-y, David, pardon. Et donc la particularité qu'il y a, c'est que dans cette ferme auberge, non seulement on sert les produits du terroir, mais c'est les producteurs en personne qui servent leurs produits. Et alors moi, pour arriver à faire un résumé et bien expliquer ça auprès des consommateurs, j'ai appelé ça le spectacle dans l'assiette. Voilà. Et ce spectacle dans l'assiette, il a très bien fonctionné au début quand on faisait les premiers repas. Sauf que un jour, ma femme, elle m'a dit, écoute, ton spectacle dans l'assiette, moi, personnellement, il me fait pas rêver. Moi, j'aimerais un vrai spectacle avec des triple dance, des danseuses, des chanteuses. Voilà. Madame a du goût. Elle voit loin, c'est tout. Elle voit loin, c'est ça. C'est ça, les femmes. Ça y est, on se projette. Allez-y, David. Les écoutez pas. Alors, je sais pas comment c'est à Paris, mais nous, ici, à nos femmes, on peut rien leur refuser. Donc, on s'est vu obligé de rajouter du spectacle, en plus du spectacle qu'on faisait dans l'assiette, rajouter un spectacle sur scène. Et à partir de là, en fait, on a voulu que chaque rôle soit bien défini dans l'entreprise. Donc le travail des producteurs, c'est mettre le spectacle dans l'assiette avec leurs produits du terroir et en plus de ça, le servir aux consommateurs pour leur expliquer leur production. Et le travail des artistes, ça a été de mettre le spectacle sur scène.
Et en fait, on s'aperçoit qu'en venant passer une journée ici, dans maintenant ce qui est devenu le premier cabaret à la ferme de France, non seulement le client arrive à émerveiller à la fois les papilles, mais aussi les pupilles. Ah oui. En parlant de papilles, là, il est 19h14, mettez-nous, il nous reste 1 minute avant de faire une courte pause. Un peu en appétit dans l'assiette, qu'est-ce que vous mettez là? Ça m'étonne pas. Non, mais alors la question de Philippe David. Oui, parce que moi, en écoutant David Comet, je sens que c'est un gourmet. On va vous l'envoyer, David. C'est l'appel du ventre. Allez-y, David. Voilà, alors dans l'assiette, qu'est-ce qu'on met? On a 3 menus. Le menu plume, où c'est de la galantine de volaille avec du poulet plein air. Et nous, on est en agriculture biologique. Au niveau du menu plaisir, ça va être du veau sous la mer. Parce que là, on a un label rouge. En fait, c'est une spécialité locale. C'est du veau qui est élevé jusqu'à l'âge de 5 mois et demi au pied de la mer. Et ensuite, pour le menu folie, là, c'est de la viande de génisse, donc de viande de bœuf, qui a rassis en moyenne 4 semaines en chambre froide. Donc, c'est vraiment sur un produit ultra qualitatif. Et c'est pour ça qu'on se permet aussi de parler de spectacle dans l'assiette. Ah, voilà, avec de beaux légumes, bien entendu. Vous nous réservez une table pour 5 pour ce soir. Vous restez avec nous, David Comet. On reviendra dans quelques instants et on reviendra à ce qu'a dit bien sûr Aurélie Gréau tout à l'heure sur le fait que finalement c'est un petit peu hypocrite, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses mais on peut pas l'appeler de la même manière. Voilà, on en parle dans un instant et on continue ces beaux témoignages d'agriculteurs qui s'engagent au quotidien pour faire avancer les choses. À tout de suite, c'est les vraies voix citoyennes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Effectivement, Aurélie Gros et Stéphane Pellet sont avec nous avec toujours de jolis témoignages. On parle agriculture forcément dans cette période où des Français, enfin en tout cas tout le monde se rue dans les salons du salon de l'agriculture et nous on y sera d'ailleurs mercredi avec Philippe Bilger et Olivier D'Artigol. Absolument. Et David Comet est avec nous. David Comet, alors vous avez peut-être vu ce livre, vu ce film qui s'appelle les Folies fermières, ce très joli film du cinéma où on a entendu tout à l'heure à la bande-annonce. Tiens, on va la remettre pour vous faire écouter. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Je sais pas. Rien. Tu peux rien faire? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Pony Starlight. Et voilà, c'est lui, c'est son histoire. David Comet qui est avec nous, éleveur de bovins dans le Tarn. On disait il y a quelques instants, on va faire pour ceux qui nous auraient pas suivis. Vous récupérez cette exploitation agricole de votre père, qui lui-même l'a récupérée de son père et depuis des générations et des générations, criblé de dettes. Et là, vous remuez ciel et terre pour trouver des activités et créer, à côté de votre activité d'exploitation agricole, finalement des activités qui vous permettent de revendre directement aux consommateurs en circuit court. Et de là, l'idée, Aurélie, c'est de créer un spectacle, c'est-à-dire un restaurant d'abord, enfin en tout cas une ferme auberge et un spectacle adossé à cette ferme auberge. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce cabaret aurait pas pu voir le jour puisque l'administration, on en parlait tout à l'heure, française, a toujours refusé votre projet, David. C'était pas le rôle d'un agriculteur de monter des boutiques de produits à la ferme, et encore moins un cabaret. Tout cela était réservé aux villes, avait déclaré l'administration française. On en est où aujourd'hui, David Comet ? Ça a été assez compliqué à leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'a pas le droit de se diversifier et surtout d'innover, parce qu'aujourd'hui, nous on a voulu justement faire cette rencontre entre le monde de la culture et celui de l'agriculture. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a obligé, vu que je dépassais les 6 représentations annuelles, à passer ce qu'on appelle une licence de spectacle. Donc j'ai passé ma licence de spectacle que j'ai obtenue, contrairement à ce qu'eux auraient pu croire. Et comme j'ai obtenu cette licence de spectacle, à Toulouse, on m'a donné l'attestation comme quoi j'avais obtenu cette licence de spectacle. Sauf que quelques temps après, Paris me téléphone en me disant « Monsieur Comet, on a un souci parce que vous avez passé un examen, mais on ne peut pas vous le remettre parce qu'aujourd'hui, au ministère de la Culture, une ferme auberge qui fait des repas à thème, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. » Et donc à partir de là, on s'est trouvé bloqué parce que du coup, je n'avais pas le droit de faire plus de 6 représentations annuelles. Donc je leur ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, moi je continue mon train-train. À Toulouse, vous m'avez donné le papier comme quoi c'est bon. Si Paris veut pas, vous avez qu'à venir directement ici aux Folies fermières pour m'empêcher d'exercer mon activité, quoi. Et donc du coup, il a fallu qu'on trouve une solution
un arrangement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que sinon, je n'avais pas le droit d'embaucher des artistes et j'avais non plus pas le droit, par exemple, d'être à la SACEM, comme tous les autres cabarets de France. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu arriver à trouver une équivalence. Et l'équivalence qu'ils ont trouvé, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, à Paris, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut rentrer dans des cases. Et alors, pour rentrer dans des cases, je leur ai dit, mais dites-moi la liste des cases dans lesquelles je pourrais rentrer. Et alors? Donc, ils m'ont demandé dans un premier temps si j'étais un théâtre. Donc, j'ai dit non, je ne suis pas un théâtre. Après, ils m'ont demandé si j'étais un auditorium. Un auditorium, c'est une salle où ils font des bruits. Oui. Bon, moi, à part le poulailler, il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, ils m'ont demandé si j'étais un restaurant-spectacle. Donc, je leur ai expliqué la différence entre un restaurant et une ferme-auberge. Bon, ils n'ont toujours pas compris. Et pour finir, ils m'ont demandé si j'étais un zénith. J'ai dit non, moi le zénith, à part les vaches, non, j'ai une stabulation, mais c'est tout. Et le dernier truc qui restait, ils m'ont dit, monsieur Comète, la dernière case qui nous reste, elle est très simple, c'est un cabaret. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous entendez par cabaret? Et bien par cabaret, il me dit, vous mangez les produits de la ferme ou pas, ça on s'en fout, mais après il faut qu'il y ait un spectacle. Ben j'ai dit, ben voilà, la solution elle est très simple. Donc aujourd'hui, officiellement au ministère de l'Agriculture, je suis une ferme-auberge qui fait des repas à thème, mais au ministère de la Culture, je suis assimilé cabaret pour avoir le droit de payer la SACEM et d'embaucher des artistes. D'accord. Bienvenue en France. Ah, mais par rapport, l'Union soviétique, c'était hyper libéral. Hein. Quand on voit des choses pareilles, on se dit, mais qu'est-ce que c'était simple, hein, c'est fou. On a avec nous Benak Seron, bonsoir. En parlant d'artistes. En parlant d'artistes. Oui, allô? Oui, allô, vous nous entendez? Oui, bonjour. Alors oui, donc moi c'est Seron, c'est ça? Seron, oui, alors vous allez faire rêver Cécile et Aurélie, puisque vous êtes champion du monde de pole dance. C'est bien ça? C'est pas faux. Est-ce qu'on peut garder le numéro de téléphone de Seron? Il faut qu'on se parle avec Aurélie. Il faut qu'on l'appelle. On a 2-3 pauses, des pauses, voilà, des questions sur des pauses. Voilà. Alors, racontez-nous comment ça se passe avec, moi je dirais, le plus beau cabaret du monde. Absolument. Qui est cette ferme cabaret, allez. Oui, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Bon, David, je le connais depuis un petit moment. Il a fait appel à moi il y a quelques années pour performer dans son cabaret. Et là, bien sûr, j'étais séduit, quoi. Garer sa voiture en allant travailler à côté des vaches, c'est assez fabuleux, juste avant son spectacle. Et voilà, j'ai rencontré David. Alors David, il vient du milieu agricole. C'est quelqu'un qui aime le partage, la convivialité, etc. Mais ça n'empêche pas d'être super exigeant au niveau de l'assiette, bien sûr, mais au niveau du spectacle aussi. Oui. Donc, suite au film, ce qui a été fait sur les Folies Fermières, je tenais à rajouter pour les gens qui voient le film que la qualité du spectacle est super professionnelle en fait. Dans le film, on a l'impression que ça fait un petit peu amateur. Alors c'était vrai au début, oui. mais il a su s'entourer d'artistes professionnels de qualité. La preuve, voilà, j'en fais partie. Mais vous avez raison de vous lancer des fleurs. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Hein. Bon cabaret, c'est de la bonne bouffe. Donc vraiment, il a vraiment bien tenu son affaire. Et voilà. Et moi, je prends plaisir à chaque fois à aller bosser là-bas. Hein. Bien sûr, les artistes sont géniaux, la technique, tout le monde est vraiment au point. Et puis bosser pour quelqu'un de passionné comme ça, c'est toujours génial. Mais Seron, restez avec nous. Hein. David Comète, ça fait combien de spectateurs depuis le début que ce cabaret est monté? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à quelle fréquence? Ça veut dire que c'est tous les samedis? C'est quand? Au début, quand on a commencé, il y a une dizaine d'années, on faisait à peu près 1 à 2 dates par mois. Oui. Voilà. Et à l'heure actuelle, grâce à toute l'équipe, et je tiens bien à préciser, c'est vraiment cette union entre les agriculteurs et les artistes, cette confiance et cette famille qu'on a pu constituer. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 représentations par semaine. Ah oui, quand même. Ça veut dire qu'en plus, ça permet aussi à des artistes qui ont un petit peu moins de travail de venir travailler dans le coin chez vous aussi. C'est-à-dire que vous aidez les artistes en plus. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à assurer l'intermittence aux artistes, donc on leur fait plus d'une 50aine de dates annuelles. Génial. Donc on a pu monter notre propre revue, et aujourd'hui, la revue qui se produit aux Folies Fermières, c'est vraiment une revue qui est propre à notre cabaret, donc on est dans la même tranche que tous les autres cabarets de France, je veux dire. Ah oui, bien sûr, c'est une équipe de professionnels, hein. C'est pas du bricolage. Hein. Est-ce que vous allez faire des tournées dans d'autres exploitations? Ce serait pas con, hein, ce serait pas idiot, une tournée de la Folie Fermière dans d'autres exploitations en France? Voilà, mais tout à fait. Alors ça a été suite à beaucoup de demandes qu'on a eues. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a monté une équipe, une revue itinérante. Ça s'appelle La Revue est dans le pré. Voilà, pour ceux qui veulent le nom. Ça dit quelque chose.
Et donc, l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, on se déplace partout en Occitanie et même partout en France, où c'est que du coup, on y va avec toute notre équipe artistique. Et alors, ce qu'on fait quand on se déplace comme ça dans les villages ou même dans les grandes villes, on essaie de se rapprocher des agriculteurs des villes en question. Comme ça, eux, quand on va faire la représentation et le spectacle, eux s'occupent de toute la partie restauration avec le food truck des producteurs, tout ça. Et nous, on s'occupe du spectacle. Donc, c'est une super journée ou une super soirée agricole où c'est qu'il y a un vrai moment de partage avec les agriculteurs du coin et le spectacle des Folies Fermières. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on traverse toute la France parce qu'on est demandé de partout, surtout depuis qu'on a sorti le film. Et vous avez même vous avez même des contacts à l'étranger, des Allemands et des Espagnols sont venus voir ça. Ouais, alors régulièrement, maintenant, on a eu 2 bus qui sont venus d'Allemagne, on a régulièrement des personnes qui viennent d'Espagne, et pas plus tard que cet été, là, on a eu une surprise, en fait, un soir, parce que quand les gens arrivent au cabaret, moi, j'aime bien dire bonjour à tout le monde, et donc, il y a une personne qui arrive, il dit bonjour, monsieur Comet, et tout, vous me reconnaissez? Je dis, ben non, excusez-moi, j'arrive pas à vous reconnaître, et il dit, voilà, ben, je suis Thierry Urtilla. Ah ben, j'ai dit enchanté, monsieur Urtilla, mais j'avais pas calculé qui c'était. Et j'avais tous les artistes qui me faisaient les gros yeux derrière. J'ai dit, mais j'ai dû louper quelque chose. Il me dit, ben, écoutez, je suis le directeur de scène du Moulin Rouge depuis plus de 40 ans. Et je lui ai répondu, mais qu'est-ce que vous venez faire aux Folies Fermières? Et il m'a dit, je viens vous soutenir personnellement. Parce que aujourd'hui vous avez un projet qui est magnifique et grâce à des personnes comme vous, on peut mettre en lumière aussi bien les agriculteurs que les artistes. Et du coup, il est resté passer 2-3 jours ici aux Folies Fermières et j'ai vraiment fait découvrir tout mon environnement à monsieur Thierry Urtilla. Parce que pour vous dire, et je vais vous laisser un scoop aujourd'hui, il est même venu moissonner le blé avec moi dans la moissonneuse. Alors, ça. Et donc le film forcément est sorti il y a 2-3 ans, c'est ça? Est-ce que ça a changé? Le film est sorti l'année dernière, le 11 mai, donc 2022, voilà, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que ça a été un film qui a été dans le top 5 des films français, qui a très très bien fonctionné. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il a traversé les frontières, il a fait le Benelux, l'Espagne. Il a fait aussi la Corée du Sud, ce qui est assez incroyable parce que le réalisateur est connu en Corée du Sud. Et là maintenant, il est parti, je crois, en Italie, vient d'être vendu, et même dans les pays nordiques. Voilà. Donc on est très content d'amener aussi cette image à l'étranger et de montrer que les agriculteurs français, aujourd'hui, savent jongler entre la culture et l'agriculture. Ce qui est bien avec un film, c'est qu'en plus on doit avoir moins de problèmes avec l'administration française. Bah oui, ça c'est sûr. Je vais te poser une question. Non, juste une chose. Parce que ce qui est assez exceptionnel, c'est le nombre d'emplois que vous avez créés, puisque vous en avez créé 20. Oui. Vous avez créé 2 commerces de proximité. Vous avez les intermittents du spectacle et vous avez déjà entendu. Vous n'avez pas revendu votre idée dans d'autres fermes, sur d'autres territoires, parce que c'est quand même assez exceptionnel. En quelques mots. Oui. Alors c'est vrai que oui, on aurait pu franchiser les Folies Fermières et créer des Folies Fermières partout dans les fermes, mais c'est pas l'idée. Moi, l'idée, c'est qu'en fait, si aujourd'hui il y a un agriculteur qui veut s'inspirer de mon histoire pour faire des animations à la ferme, tout ça, et bien moi, en tant que confrère, je serais plus à aller l'aider pour qu'il mette en place ses repas spectacles dans sa ferme plutôt que de franchiser comme le font certains. On le Nous, reconnaît bien. Il faut garder cet esprit de solidarité et d'humanisme au niveau du monde agricole parce que je pense que c'est ça aujourd'hui qui peut donner une belle image à l'agriculture française. On vous reconnaît bien, David Comet. On vous suit depuis longtemps avec Sud Radio en tout cas, et merci d'avoir été avec nous. On va s'inscrire pour prendre des cours de pole dance avec Céron, ça va être bien. Oui. Alors justement, et quand est-ce que vous passez au cabaret alors? Quand est-ce qu'on y va? Il faut descendre dans le Tarn. Céron, vous voyez Culbuto? Vous voyez? Eh ben c'est Philippe David. Donc avant de pouvoir David, un petit cours de pole dance. Voilà. Non mais avant de pouvoir glisser le long de la barre comme une grosse poire. Avant le repas de David. Voilà, on va l'entraîner et moi aussi. En tout cas, merci beaucoup Céron d'avoir été avec nous. Merci beaucoup David Comet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous restez. Après, juste pour finir, sachez qu'on a un site internet. C'est les Folies Fermières. Si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera avec grand plaisir qu'on y répondra. J'allais le dire. Bah voilà, vous l'avez fait pour moi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, les agriculteurs qui s'engagent et qui deviennent maires. Alors ça, c'est aussi canon, vous allez voir, parce que grâce à eux, des communes entières, des villages, des petites villes revivent et sont plutôt dynamiques et actives. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Et vous vous doutez bien qu'on adore cette émission avec Philippe David, les vraies voix citoyennes, parce que chaque lundi, on découvre des parcours, des engagements avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Chaque jour, on se dit, ah, non, c'est bien. Et la semaine d'après, ah ouais, c'est encore mieux. Ah bah ouais, mais ça monte. Et on reste forcément dans cette thématique des agriculteurs, avec les agriculteurs qui s'engagent en tant qu'élus pour sauver leur territoire. Et Roger Ouzel est avec nous, le maire de la commune d'Aufin, dans le Pas-de-Calais. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Stéphane Pellet, forcément, qui a envie de parler de vous. C'est ça. Bonsoir, Roger Ouzel. Alors, on est heureux de vous recevoir dans les vraies voix citoyennes parce que, véritablement, vous, c'est l'agriculteur citoyen. D'ailleurs, on aurait aimé que vous dialoguiez. Il aurait fallu encore plus de temps de radio avec David Comet parce que lui pousse du côté de la culture, vous poussez du côté de la citoyenneté. Vous incarnez cet agriculteur citoyen à vous tout seul. Vous allez nous raconter d'ailleurs tous les métiers que vous faites par ailleurs. Mais ça serait assez intéressant que vous nous racontiez cette passion, d'où c'est venu, parce que vous n'arrêtez plus vous aussi. La passion de l'agriculture, je l'ai eue parce que, assez jeune, parce que nous avions des terres familiales que j'ai reprises, tout à fait naturellement. Donc je me suis intéressé à la culture sans bien m'y connaître dès le démarrage, mais je m'y suis mis. Quel type d'exploitation ? C'est une exploitation de céréales essentiellement. D'accord. Blé, betterave, colza, maïs. C'est le nord de la France, c'est les Hauts-de-France. Hein. Nous sommes dans le Pas-de-Calais. On est dans le Pas-de-Calais, voilà, dans les Hauts-de-France, entre Montreuil-sur-Mer et Hesdin. Et vous n'y connaissiez rien? Au démarrage, c'était pas prévu que je reprenne la ferme familiale. Et puis la conjoncture familiale a fait que je l'ai reprise en fait tout à fait naturellement. Et j'en rêvais depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a combien d'années ? Il y a à peu près 18 ans peut-être. Ah oui, donc... oui, peut-être 18 ans. Et comment on est accueilli dans le milieu, enfin quand on n'est pas issu du milieu, dans le milieu agricole par exemple, comment on est accueilli? Est-ce qu'il y a une solidarité comme disait David Comet il y a quelques instants? Moi j'ai pas vraiment eu de problème parce que c'était une exploitation familiale qui était gérée par mon grand-père, ensuite par mon oncle, donc la famille est honorablement connue dans le secteur et il n'y a aucun souci de... Non, il y a de l'entraide, ça se passe très bien. D'ailleurs, parce que on peut rappeler un chiffre, puisqu'on est dans le salon de l'agriculture. On en parle souvent d'ailleurs dans cette émission. Vous savez qu'on était à peu près à 500 000 exploitations agricoles il y a une dizaine d'années. Oui. On en a perdu 20%, donc on est à 400 000. C'est-à-dire 100 000 exploitations ont disparu. Depuis 10 ans. Mais la surface agricole, elle, n'a diminué que de 1%. Ce qui signifie qu'en effet, il y a une partie de l'agriculture qui devient de la méga-agriculture. Mais dites-nous aussi, dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs, ils sont en ce moment inquiets ou ça va un peu... Mais en fait, les agriculteurs, ils sont à l'image de l'ensemble des Français. Ils vivent un mal-être général. On peut étendre ça également au niveau de l'Europe. Oui. On vit un véritable malaise général. Il y a une distorsion entre le peuple, dont je fais partie, et puis les parlementaires, les dirigeants. On a l'impression qu'il y a vraiment un problème de communication. Oui. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un problème d'empathie. Les gens qui nous dirigent on manque foncièrement d'empathie, et quand on a de l'empathie, on parle au cœur des gens, et ensuite on atteint le cerveau, et là en fait on a l'impression que tout est très 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 cérébral, dont on reste sur un plan qui n'est pas acceptable pour une direction générale, si vous voulez. C'est comme un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, il doit à la fois être ferme, mais il doit s'intéresser à chaque instrument, et c'est comme ça qu'on a une belle harmonie. On va y venir à l'orchestre, parce qu'on sait que vous êtes par ailleurs musicien. Vous êtes chef d'orchestre, comme maire, le conseil, c'est vous les chefs d'orchestre et les conseillers municipaux, maires adjoints. Voilà. Et oui, en plus, mais là, c'est les musiciens, eux. Voilà. Vous avez le premier violon, Voilà. Alors, la contrebasse. C'est quoi la journée type d'un agriculteur maire? La journée type, il y a combien d'habitants déjà? J'ai 209 habitants dans mon village. D'accord. J'ai la chance d'être dans un village où il y a une atmosphère, surtout depuis le confinement, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, extrêmement agréable, voire familiale, et je fais en sorte que les choses se passent bien en fait. Voilà. Alors justement, dans une journée type, il faut que vous alliez à la rencontre pratiquement chaque jour de tous les administrés. Vous avez deux expressions, moi, qui m'ont vraiment ravi. La première, c'est de me dire, je connais ce qu'il y a dans chaque frigidaire de mes... Bien sûr. Vous savez où ils en sont. Avec les dates de péremption aussi. Oui, justement, malheureusement, parfois, oui. Et puis l'autre chose que vous avez dit, il m'est arrivé, parce que désertification oblige, d'emmener en voiture moi-même dans une grande ville quelqu'un qui était malade. Mais parce régulièrement. Alors, pour répondre à votre première question, nous, les maires ruraux,
Il n'y a pas de petits maires. J'allais dire, nous, les petits maires, on est vraiment au cœur de la vie des gens. On est vraiment en mission. Moi, je ne connais pas dans mon entourage un maire qui a 200 ou 350 habitants, qui n'est pas vraiment en mission auprès de ses administrés. Et quand je dis que je sais ce qu'il y a dans chaque frigo, c'est-à-dire que je connais plus ou moins, évidemment, les problématiques qui sont les problématiques de mes habitants, mais de chaque maison. Les problèmes de santé, les problèmes les problèmes familiaux, les problèmes d'angoisse même métaphysique, parce que figurez-vous que je m'occupe des enterrements, j'enterre mes administrés, ce qui est quand même un peu paradoxal. Je suis catholique, pratiquant, je ne fais pas de prosélytisme, mais j'assiste dans la vie et jusqu'à la mort mes administrés, et c'est aussi une très belle mission humaine. Et voilà. Quel est le basculement finalement? Vous étiez, vous reprenez cette exploitation familiale, et le cheminement, pourquoi devenir maire en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village pour que vous ayez eu envie de vous engager? En fait, j'ai pas eu envie. Je suis arrivé dans le village où j'ai repris une maison familiale, et je n'habitais toujours pas dans le village. Et un jour, j'ai vu arriver l'ancien maire qui s'appelait Clotaire, qui était maire depuis très longtemps. Il est arrivé avec quelques conseillers et ils m'ont dit il y a les élections dans 4 mois, vous rentrerez dans le conseil municipal. Je leur ai dit non, ma femme va être furieuse, elle va me quitter si en plus je deviens maire, ça va être épouvantable. Les femmes dans le sud-ouest ou les femmes dans le nord, c'est pareil. C'est pareil. Et alors j'ai dit au maire, et en plus on connaît ma famille, mais moi on ne me connaît pas très bien. Il a tapé sur le capot de ma voiture, il m'a dit ici c'est moi qui fais les élections. J'ai eu autant de voix que le premier adjoint sortant, et puis j'ai été en charge du cimetière pendant 7 ans, parce que c'était un mandat de 7 ans, et puis 6 ans et demi après l'élection, le maire et quelques personnes m'ont dit il faut que vous deveniez maire. L'ancien maire Clotaire arrêtait, il était fatigué, son premier adjoint était malade, et donc je suis devenu maire, mais j'étais comme une poule qui a trouvé un couteau. Ah oui, j'imagine. Parce que je ne m'étais jamais intéressé à la mairie, à l'administration. Mais est-ce que vous n'avez pas une qualité humaine particulière? Parce que en fait, on vous connaît, avec Aurélie Gros, on est venu vous voir travailler directement dans le Pas-de-Calais, et en fait, vous n'aimez pas rester les bras croisés. Vous cherchez une solution à chaque problème, et en particulier, vous vous êtes fait connaître pendant le confinement. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pendant la pandémie? Oui, alors en fait, pendant la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'assister quelqu'un dans ces derniers moments, et il y avait la télévision qui était allumée. Je parle de la télévision allumée parce que je n'ai pas la télévision. Et je vois le président de la République qui nous dit « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, c'est quand même pas rien. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Bulletin de confiance dans les urnes, qu'est-ce que je peux faire? Et là, une idée a germé dans ma tête. Je me suis dit, je vais évidemment réunir le conseil municipal et leur soumettre l'idée de réquisitionner, dans les payants évidemment, tous les produits des 2 maraîchers du village, et de trouver un arrangement avec le supermarché local et de confiner mes habitants pendant le temps nécessaire. Et donc, toutes les semaines, nous avons nourri le village avec des produits du terroir, des produits locaux, venant de chez Monsieur Delepierre et Monsieur Fournier, qui sont qu'on embrasse. Oui, qui ont été formidables. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que le conseil a dit oui. On a donc organisé tout de suite des premiers paniers avec des fruits frais, des légumes frais et des produits de première nécessité. Et s'est mis en place dans le village un cercle vertueux. Des gens qui ne sortaient pas sont venus aider. Des gens qui, un peu gronchons, sont devenus des gens tout à fait ouverts, joyeux, ouverts aux autres. Et il s'est passé une espèce de... magie. Un peu comme si Hoffin était comme un bourgeon qui est devenu une fleur. Tout d'un coup, grâce à cette solidarité qui est restée aujourd'hui. Qui est restée. Alors moi, j'ai énormément parlé des circuits courts à cette époque. On parlait des circuits courts, on parlait des maraîchers. C'est resté un vœu pieux. C'est vrai. Les circuits courts, on a aujourd'hui des produits qui partent de France pour être transformés je ne sais où, passant par la Lune et reviennent chez nous. C'est un non-sens. Bougez pas, écoutez. Oh là là, c'est extraordinaire! La salade, des poireaux, des tomates. Oh, on a de quoi vivre pendant 8 jours. Faudrait encore du pain, du lait. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes avec Clément, c'est sympathique ça. On vous voit dans vos serres, on voit que vraiment c'est du direct, hein. Magnifique. Et voilà. C'est fabuleux. Oui, c'est émouvant de les entendre évidemment. Ça a été comme ça dans chaque maison. Et personne n'a été malade à Hoffin et ailleurs évidemment, mais je me suis dit, ma mission c'est de protéger mes habitants qui ont voté pour moi un bulletin de confiance. Je ne suis pas que gendarme ou curé d'ailleurs. Oui. Non, on est là aussi pour protéger, pour fédérer et en permanence créer un cercle vertueux dans la commune. Dans les petites communes comme la sienne, il n'y a pas d'administration. Hein. Bien sûr, c'est ça. Est-ce que vous allez vous représenter?
En fait, je ne sais pas très bien si on me le demande. Oui, faut pas trop en parler parce que si ma femme m'écoute. mais ceci dit, oui, peut-être ou oui. Enfin, s'il y avait quelqu'un tout d'un coup qui sortait et qui me disait j'aimerais devenir mère, pourquoi pas? Parce que je suis en mission. Donc à un moment, la mission s'arrêtera. Et vous restez avec nous. On en parlera dans quelques instants. Vous allez même peut-être chanter, je crois, dans quelques instants. Ouais. Écoutez. Allez-y, chauffez-vous la voix pendant la pub. Oui, parce qu'il est agriculteur, il est maire, mais pas que. Et puis Aurélie, elle est mère aussi, elle adore chanter, alors ça tombe bien. Oui, alors je chante bien moins que lui, hein. non, parce que je ne me confronterai pas. Donc ça veut dire que, Philippe, officiellement, on va faire chanter des mères. C'est ça. Oui, c'est comme ça, Sud Radio. Allez, à tout de suite. Mon cher Stéphane Pellet, bienvenue dans Les Vraies Voix Citoyennes. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, et vous venez bien sûr avec Aurélie Gros, mais cette partie est la vôtre avec Roger Houzel, le maire de la commune Dauphin dans le Pas-de-Calais, qui est aussi patron d'une exploitation céréalière, si j'ai bien compris. Et aussi, ça n'est pas sa seule qualité en fait. Il est maire, il est musicien, il est chanteur, il règle tellement de problèmes dans la vie de ses administrés. Bon, il continue à faire de la céréale quand même, mais il peut faire de la sérénade. J'exagère, non, parce que c'est pas ça que vous êtes baryton. Que vous faites. Oui, je suis baryton. Vous pouvez nous faire une petite démonstration là au micro? Parce que bien souvent, on vous présente comme un homme orchestre. Un homme orchestre, oui, je suis baryton, j'ai fait beaucoup de grégorien, j'ai fait du chant d'opéra, et j'aime beaucoup le grégorien. J'aime beaucoup le grégorien. Qu'est-ce que je peux vous chanter? Je sais pas quoi, un extrait du Roraté. Roraté, celide super, et nubes pluantiustum, ne iras caris domine, ne ultrame mineris iniquitatis, etc., etc. Ils sont bien les discours des maires. Vous faites vos discours au conseil municipal comme ça? Je pourrais presque les faire en latin comme Benoît XVI. Donc vous venez d'entendre Roger Houzel, qui par ailleurs est le propriétaire, l'agriculteur, donc propriétaire d'un certain nombre de terres dans le Pas-de-Calais, à Autphin, mais donc le maire, on l'a entendu, et qui s'est notamment mis en quatre pour ses administrés pendant la pandémie, mais qui aide aussi au développement de projets agricoles. Et pour les mettre en valeur, vous avez vu aussi, comme tout à l'heure David Comet, utiliser la voix de la culture, parce que vous êtes, en tant qu'élu local, vous avez aussi organisé des spectacles. Vous pouvez nous raconter cette belle histoire où vous avez fait venir toute votre famille pour accueillir notamment un magnifique décor en costume, enfin plutôt un spectacle en costume, avec même Chantal Goya, paraît-il. Oui, je suis depuis mon adolescence ami avec Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, qui sont des êtres dits vraiment merveilleux, adorables, vraiment des gens de grande qualité, et on a fait beaucoup de musique ensemble, des gens que j'admire beaucoup, et puis quand je suis devenu maire, je leur ai demandé si on pouvait faire et produire un spectacle ensemble. Donc tous les 3 ans à peu près, dans la cour de la propriété, on a 2 fois 1000 personnes, et il y a un spectacle qui est fait par Chantal, adapté par Jean-Jacques à la commune Dauphin, avec une histoire locale, avec des personnages en plus dont je joue quelquefois un rôle évidemment, en chantant, et on édite un disque, et c'est une grande fête, et on accueille vraiment toute la région. Et j'ai fait venir d'autres artistes. J'essaye d'organiser des concerts de musique classique dans notre église, qu'on a entièrement refait, parce qu'il faut tirer la population vers le haut, si vous voulez. Et je pense que la musique est le plus court chemin d'un cœur vers un autre cœur. Faire vivre un village de un peu plus de 200 habitants, justement par la culture, par les activités, les actions. Est-ce que c'est aussi une volonté de faire revenir des jeunes qui sont partis à la ville, comme on dit généralement, de les faire revenir pour faire grossir un petit peu ce village, ou en tout cas faire en sorte qu'il ne meure jamais? Alors dans mon secteur, on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Les maisons se vendent, les terrains à bâtir se construisent, et à Autphin, on a d'ailleurs pas mal de jeunes qui sont des petits-enfants de personnes vivant ou ayant vécu à Autphin qui construisent. On a très peu de terrains à bâtir libres dans tous les villages du coin, et pour ça, on n'a pas trop de problèmes. On est assez bien lotis, je dois dire. Mais l'agriculteur citoyen et donc maire que vous êtes, est-ce qu'il n'a pas aussi envie quand même des fois de baisser les bras, parce que vous nous l'avez raconté souvent, l'administration encore elle, les règles, etc. sont parfois très très pesantes, et vous nous avez raconté que par exemple vous avez un certain nombre de projets auxquels vous avez dû renoncer. Comment vous réagissez en ce moment à l'ambiance qu'il y a dans le pays? On l'a vu au salon de l'agriculture, altercation
communication entre quelques jeunes et le président de la République. Comment vous jugez ça? En fait, il y a un vrai problème de communication entre les dirigeants et le peuple. Nous sommes, je crois, les élus les plus aimés des Français parce qu'on est très très proche de la population, mais au-dessus, on a bien du mal. Le vrai terrain. On est sur le vrai terrain. Alors nous, on a de la chance dans les Hauts-de-France d'avoir Xavier Bertrand qui est très proche des agriculteurs et très proche des élus. Quand on a le moins de problèmes, on appelle le patron de la région, Xavier Bertrand, qui est très accessible et il réagit avec ses équipes extrêmement rapidement. On a cette chance-là. Il est très branché, élu et agriculteur. Mais on voit bien que l'Assemblée nationale est assez perchée par rapport à ce que les Français attendent. On a l'impression qu'on élit un certain nombre de personnes et la première chose qu'ils vont faire, ils vont tordre le pif, tordre le nez de ceux qui les ont élus. Est-ce qu'avec les communes voisines, adjacentes, est-ce que finalement vous créez des cohésions, de l'entraide? Est-ce que les communes ou les maires ruraux on s'entend bien au niveau de la communauté de communes, on s'entend bien au niveau des maires. Il y a quelques différences peut-être, mais on ne les connaît pas politiques. Les uns sont un peu à gauche, les uns un peu à droite, les autres. Mais on n'en parle pas, un peu à l'extrême ou droite, à l'extrême gauche. Mais c'est pas un sujet entre nous. On ne l'aborde jamais ce sujet-là. Ce qui compte, c'est les projets de territoire et comment on va faire avancer le territoire ensemble. Vous avez été honoré par le président de la République. Oui, c'est-à-dire que... Parce que vous êtes maire, c'est vraiment 209 habitants, c'est le bas de l'échelle des élus, mais au sens positif du terme, et là c'est le plus haut. Oui, c'est-à-dire que j'ai été choisi pour représenter les maires des Hauts-de-France après le confinement. Il y a eu un 14 juillet restreint, et en fait le préfet m'a honoré. J'avais bien dit au préfet et à la secrétaire du président que beaucoup de maires avaient fait plus ou différemment que moi, mais il se trouve qu'à Hautphin, moi la presse s'en est emparée. Donc on a beaucoup parlé du village d'Hautphin sur toutes les télévisions et les radios. Donc j'ai été invité, c'était très émouvant. Le 14 juillet, place de la Concorde, j'avais à ma droite une dame qui était infirmière, à ma gauche un jeune éboueur de Dunkerque, et on était là pour représenter un petit peu toutes les forces vives qui avaient œuvré pendant le confinement. Quels sont les projets finalement pour un maire d'une commune de 200 habitants? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est de recréer, je ne sais pas s'il y a un centre-ville? C'est quoi les projets? Non, on n'a pas de centre-ville. Moi, mon projet en ce moment, c'est que je suis en train de rénover la salle des fêtes et la cantine, parce que c'était très... Il y a des écoles? Alors on a un RPI avec 4 villages, et moi j'ai la cantine à Hautphin. Donc là, on est en train de rénover la cantine et la salle des fêtes, mais on a pas de gros budget et on fait très attention à maintenir les fêtes, à avoir des routes à peu près en bon état, à avoir installer un feu rouge parce que sinon il y a des gens qui roulent à toute allure dans le village, à entretenir l'église, entretenir le cimetière, les toitures de la mairie, et puis c'est vite fait. Et s'il y avait une mesure justement que vous demanderiez au président de la République, puisqu'on est au moment du salon de l'agriculture, ça serait laquelle? Une mesure forte? Une mesure agricole? Agricole, ou pour vos territoires en tous les cas. Pour le territoire, ce serait de ne pas fermer les administrations. Là, le greffe de Boulogne-sur-Mer vient de fermer. On s'est battu pour garder notre sous-préfet et notre sous-préfecture. On nous ferme les postes, on nous ferme le bureau des impôts. C'est dramatique. Moi, je passe mon temps à aller en voiture avec tel monsieur ou telle dame d'un certain âge aux impôts. Les gens des impôts sont toujours extrêmement accueillants. On trouve toujours des solutions. Mais quand on trouve des grilles et des portes fermées, les solutions, il faut les faire par Internet. C'est un vrai problème. On est vraiment dans un problème en France de communication, d'empathie et de considération du citoyen. C'est ça, moi, mon problème. Et vos administrés vous le disent, la France rurale est abandonnée? Évidemment. La France rurale, elle n'est pas abandonnée, elle est mal gérée. Quelque part, si on ferme tous les services publics... C'est-à-dire que, en fait, c'est mal géré. On va pas parler d'abandon parce que ce serait violent, mais on est mal géré. On est mal géré. On a un désert médical terrible. On a un désert médical. Je vous dis, on nous ferme les bureaux des impôts. Tout ça, ça ne peut pas aller parce qu'on a besoin de parler. On est des êtres de lien. Bien sûr. Avec d'ailleurs Roger Houzel, on avait presque pensé une mesure très simple. Quand on ferme des administrations, au lieu de les fermer d'un seul coup, on disait, il faudrait les fermer à la mesure des personnes âgées qui petit à petit, elles, vont aussi disparaître. Parce que finalement, c'est le monde de ces personnes âgées-là. Qui ont la fracture numérique. On pourrait, par exemple, prendre 4, 5 ou 10 ans pour fermer progressivement quelque part, plutôt que de fermer de manière sèche. Parce que c'est eux les plus pénalisés. On est très impactés par les fermetures des administrations françaises et on nous dit, allez sur le net. Alors moi, je ne sais pas y aller, évidemment. Mais donc, non, je suis très mauvais pour tout ça. Toutes les choses en ligne, je ne sais pas. Alors, je dois aller trouver quelqu'un de la commune, trouver la secrétaire. C'est un vrai problème. Et sinon, au niveau des mesures agricoles, puisque c'est le salon de l'agriculture, on a perdu notre souveraineté
alimentaire. Oui. On importe plus qu'on exporte aujourd'hui. Oui, évidemment. Aujourd'hui, on importe 70% de fruits, 30% de légumes, 40% de volailles, 50% de vaches, pas d'ovins. C'est un non-sens. Alors qu'on a une des plus belles fermes au monde. En France, on a une des plus belles fermes au monde. On respecte les normes et les contraintes environnementales. Alors il y a une distorsion de la concurrence aujourd'hui parce qu'en France on respecte à la lettre tout, et puis il y a des pays d'Europe où on ne respecte pas et où on va pouvoir produire beaucoup plus que nous, mais avec une qualité qui ne sera pas la nôtre. Est-ce que dans le Hauts-de-France il y a beaucoup d'exploitations qui ont fermé autour de vous? Il y en a qui ferment, mais il y en a qui ont des véritables problèmes économiques. Oui. Et puis c'est dans les Hauts-de-France, mais c'est partout. Il y a eu une campagne pour arracher des cerisiers, on importe des cerises des pays voisins. Il y a un vrai problème de notre souveraineté alimentaire. Oui. Ça a une conséquence sur chaque exploitation. Eh bien, merci en tout cas, Merci Roger beaucoup. Houzel, le maire de la commune Dauphin, dans le Pas-de-Calais, et pas que, puisque, bien entendu, vous êtes à la tête d'une exploitation qui s'appelle comment d'ailleurs? Ça s'appelle Aquamixte. Ouais, Quamix. Voilà. Merci en tout cas de nous d'avoir témoigné, et on passera vous voir avec grand plaisir. Avec merci joie. beaucoup, Aurélie Gros. Merci à vous. Merci beaucoup, Stéphane Pellet. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Brancher mon micro. Voilà. On lui a Et la coupé le semaine micro. prochaine, on se dira bien, cette fois-ci, c'est qui le patron? Voilà, Attention. absolument. On dira bien c'est qui le patron. Vous restez avec nous, en tout cas sur Sud Radio. On vous retrouve avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet lundi prochain avec de nouveaux témoignages et de nouveaux engagements. Dans un instant, Notre ami Yvan Cujous pour le Love Absolument. Music reçoit Elodie Poux et les fouteurs de joie. Mais avant, on va parler de notre argent avec Conseil de famille. Stéphane Moller, on se retrouve demain 17h. Demain 17h. J'arriverai de mon cours de pole dance. Allez, salut, à demain.